Aujourd'hui, vous allez voir un élément vétère qui est très important parce que ce sera la conférence de presse du président de la PARECO en sigle, ce qui veut dire l'Alliance des patriotes congolais pour la refondation du Congo. Et vous allez voir la conférence de presse qu'il a donnée à Paris, précisément au sein de la PAC qui se trouve au sein des studios de Radio France. Il va parler par rapport à un document très important, un document qui était, disons, classé top secret venant de l'Union européenne par rapport à la situation politique et la gestion de notre pays. Je vous demanderai de suivre. Suivons. Chers compatriotes, j'ai tenu ce jour à m'adresser particulièrement aux organes de presse internationaux et nationaux, parce que je vois des compatriotes parmi eux, pour vous exposer la vision de la démarche de la PARECO, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, qui a fait sa sortie il y a exactement 1 an, c'est le 4 juin 2005, et depuis sa sortie, la PARECO se bat pour dénoncer l'occupation de la République démocratique du Congo, et pour dénoncer en même temps le complot qui est derrière cette occupation, et ensuite pour dénoncer la continuité de cette occupation au travers des structures qui ont été mises en place au Congo avec la complicité de la communauté internationale. La PARECO continue à dénoncer la continuité de ce complot au travers du SIAT qui a été placé dans notre pays par la communauté internationale parce qu'elle estime, sur base non pas d'une idéologie, mais sur base des renseignements, des informations fiables, que le processus dans lequel la communauté internationale mène notre pays est un processus dangereux. La PARECO ne refuse pas les élections parce qu'elle appelle les élections de tous ses voeux, mais elle dénonce toute la magouille et tous les jeux des intérêts au travers le monde derrière ce processus qui conduit carrément notre pays vers le gouffre et vers des crises beaucoup plus graves. Et à chaque fois que nous menons ce combat, on a taxé la PARECO de tous les noms possibles, que nous sommes des révisionnistes, que nous sommes des xénophobes, que nous sommes des extrémistes, des militaristes. Mais si j'ai appelé aujourd'hui la presse internationale, c'est pour montrer que le combat que mène la PARECO est un combat justifié. Ce n'est pas des idées en l'air. Et la PARECO, dans sa conception, ne se classe pas parmi un simple combat d'opposition politique au Congo. Je ne suis pas parmi l'opposition politique dans mon pays. Parce que l'opposition, cela veut dire que vous avez en face de vous des compatriotes avec lesquels vous ne partagez pas les mêmes idées et que vous vous battez pour faire prévaloir vos idées et contrôler et monter au pouvoir pour appliquer votre programme. Mais ces conditions-là ne sont pas encore réunies dans mon pays. C'est pour cette raison que j'ai dit que la PARECO est plutôt dans un combat de résistance. Résistance contre l'occupation. Je ne pense pas que pendant l'occupation allemande, les résistants français, y compris de Gaulle, étaient considérés comme les opposants de Pétain. Pétain représentait le régime d'occupation et les véritables Français se battaient pour la libération de leur pays. Et c'est le combat que mène la PARECO. Parce que l'occupation étrangère dans notre pays est aujourd'hui feutrée par des institutions qu'on a mis en place et avec des hommes, des étrangers qu'on a mis à la tête de ces institutions et qui bénéficient de la complicité de la communauté internationale pour mener ce combat. Mais quand nous tenons ce discours, on nous considère comme des troubles faits. Voilà pourquoi j'ai invité aujourd'hui la presse internationale pour vous présenter
quelques-unes des preuves que nous détenons. Je dis bien quelques-unes des preuves que nous détenons pour vous montrer que tout ce que dit la PARECO, la communauté internationale sait, est au courant, dirige ces choses, les confirme, mais ne le dit pas au public. Et je connais le risque que je prends en faisant ce que je fais aujourd'hui, mais je dois le faire pour mon peuple. Si je vous ai appelé, c'est pour vous présenter 2 documents, parmi plusieurs que j'ai. Les documents internes de l'Union européenne, qui vous donnera toute la politique de l'Union européenne dans mon pays. Il y a 2 documents. Le premier, c'est la note à l'intention de M. Stefano Manservisi, directeur général de l'ADEV. Et ce document est fait par M. Carlo De Filippi, chef de la délégation de la Commission européenne à Kinshasa. C'est lui qui pilote tout le programme de l'Union européenne. Le deuxième document que je mets à la disposition, que je mettrai à la disposition de la presse, c'est le rapport politique sur la République démocratique du Congo fait le 5 mai et qui donne tous les détails, qui fait pratiquement le point de la situation en République démocratique du Congo, vu, conduit par l'Union européenne, signé, le document est signé de la main de Carlo De Filippi, chef de délégation. Je vous dis déjà à l'avance que tout ce que dit la PARECO, tout ce que nous dénonçons, ça ne vient plus de la bouche de la PARECO. Vous trouverez ça dans ce document. Ils ont tout mis dedans. Je passerai quelques minutes avec vous pour épingler quelques points importants, mais vous trouverez là-dedans tout ce que nous dénonçons. Ce document est classé, comme vous le voyez, distribution restreinte. Donc, ce n'est pas connu de l'opinion publique ni européenne, ni congolaise, mais uniquement de ceux qui montent l'opération pour morceler notre pays. Et vous comprendrez à la lecture et surtout à l'analyse de ce document le bien fondé du combat que mène la PARECO. Nous ne travaillons pas en l'air et je dis que ici je fais sortir 2 documents. Nous en avons plusieurs qui sont encore plus scandaleux, mais nous ne voulons pas entrer, faire du voyeurisme politique, sortir les documents pour les sortir. Mais le moment viendra où d'autres documents pourront sortir. Mais ces documents-ci, j'aimerais les analyser rapidement avec vous. Que voyons-nous dans ces documents? Il y a d'abord le constat d'échec. Ce document commence par le constat d'échec. Monsieur De Filippi dit ceci. Comme prévu, c'est le 5 mai, comme est prévu, il n'a pas été possible de respecter l'échéance du 30 juin 2006, fixée par l'accord global et inclusif. C'est lui qui dit. Pourtant, on nous a toujours dit, et on vous a toujours dit, que tout est prévu pour que les élections se passent le 30 juin. Quand nous disions aux gens que les élections ne passeront pas le 30 juin, on ne nous croyait pas. Mais il commence par là. Qu'il avait prévu qu'il n'y aurait pas élection le 30 juin. Ce document relève un deuxième élément, l'erreur. Ils reconnaissent l'erreur du choix du système 1+4. Quand nous avons dénoncé que le système 1+4 est mauvais, on nous a dit que nous faisions de la diversion. Mais voyez ce que M. De Filippi lui-même a dit. De ce point de vue, l'installation au pouvoir, suite à Sun City, des anciens belligérants s'est révélée être une erreur tant elle a favorisé sur le fond le mécanisme réciproque. Elle a favorisé les pratiques de la corruption et de la mauvaise gouvernance, les manœuvres dilatoires
et leur volonté de rester au pouvoir coûte que coûte. Fin de citation. C'est eux qui continuent. Le même document relève les divisions et les rivalités au sein de la communauté internationale. C'est M. de Filippi qui parle, ce n'est pas le président de la PARECO. Et écoutez ce qu'il dit. Lui-même relève ici, et il dit, je le cite, que la communauté internationale est intéressée uniquement à avoir accès accès privilégié aux ressources naturelles du pays. Fin de citation. Ce n'est pas nous qui le disons. Ensuite, il dit, la communauté internationale soudée en façade, mais largement divisée en profondeur, a préféré agir en ordre dispersé dans la dénonciation des manœuvres dilatoires des dirigeants congolais, qu'il s'agisse de la promulgation de la Constitution ou de l'intégration de l'armée et des discussions sur la gouvernance. Comme vous voyez, M. de Filippi va beaucoup plus loin. Il dit, il ne voit pas comment sera possible à la communauté internationale de faire facilement sur un plan lorsque on observe le comportement de certains représentants de nos États membres, actuellement membres du CIAT, qui éprouvent des difficultés à jouer franchement le jeu de la coordination. Fin de citation. Quatrième élément que je relève, la complicité de la communauté internationale devant la mauvaise foi des dirigeants congolais. M. de Filippi écrit, et je le cite, « Les dirigeants congolais depuis janvier 2006 ne prennent plus de gants pour refuser tout dialogue avec la communauté internationale. » Mais écoutez ce que M. de Filippi dit par la suite. Le chef de délégation de la Commission européenne dit ensuite que les membres de la communauté du CIAT se sont permis de diffuser des communiqués relativement complaisants sur les problèmes de la transition congolaise. C'est son propre rapport. Cinquième élément, la responsabilité personnelle de Joseph Kabila dans le retard de la transition. M. de Filippi, dans son premier rapport, il dit alors qu'il était possible pour le président Kabila de signer ce décret immédiatement, le décret de la promulgation, après le passage de M. Louis Michel, donc au mois de décembre 2005, ce document ne serait signé que le 21 janvier 2006. La communauté internationale donc était consciente que Joseph Kabila retardait la signature du document, mais aucune ni sanction ni action n'a été entreprise contre lui. Et quand nous parlons aujourd'hui du temps pour qu'on puisse poser les vrais problèmes, on nous dit on a beaucoup perdu de temps. Mais qui a perdu le temps? Ce n'est pas le peuple congolais, ce n'est pas l'opposition congolaise, ce n'est pas les résistants congolais, ce sont ceux qui ont le pouvoir, qui ont perdu le temps. Et pourquoi ont-ils voulu perdre le temps? L'inféodation du Sénat à M. Joseph Kabila. M. de Filippi, dans son rapport, c'est dans le deuxième rapport qu'il le cite, alors qu'il était, si le président de l'Assemblée nationale est plutôt rassurant sur le comportement de son institution, il parle d'Olivier Kamitatu, qu'il cite, vous le verrez dans le document, il se montre en revanche inquiet sur celui du Sénat qui est totalement inféodé au chef de l'État et qui risque donc de faire durer la procédure d'adoption de la loi électorale. Ça, c'est le responsable de l'Union européenne. Ceci comporte deux éléments. Il sait que le Sénat est inféodé à Joseph Kabila et il sait que Joseph Kabila va utiliser le Sénat pour faire retarder le processus. Donc l'Union européenne est consciente que le chef de l'État fait tout pour faire durer la transition. Et vous comprendrez pourquoi à partir d'autres éléments qui vont sortir. L'inféodation de la CEE de Malou Malou.
CEI de Malou Malou. Je cite le rapport de M. de Philippi. L'abbé Malou Malou a voulu faire plaisir au président Kabila qui souhaiterait pouvoir promulguer la constitution de la Troisième République le 26 janvier 2006, soit 5 ans exactement après son entrée en fonction. Le document qui devait être signé en décembre, on le fait signer le 26 janvier parce qu'on veut prendre le plaisir de signer cela le jour de l'anniversaire de sa prise de pouvoir. Voilà comment fonctionne la transition. 8e élément, la responsabilité de la CEI dans le retard de la transition. Le rapport dit d'une manière générale, la CEI a été également critiquée à l'occasion du scrutin référendaire. Et écoutez ces critiques: retard, hésitation, manque de transparence, gestion politique des résultats et manipulation. C'est l'Union européenne qui le reconnaît, c'est la même Union européenne qui ne tarira pas d'éloges sur le plan public à travers des médias pour féliciter l'organisation des élections de l'organisation référendaire, mais ici, il reconnaît qu'il y a eu une absence de transparence, gestion politique des résultats et manipulation. C'est à vous de tirer les conclusions. 9. La fragilité du processus grandissante à l'est de la RDC. Le rapport reconnaît il reconnaît le contexte d'extrême fragilité du processus de transition marqué, entre autres, par l'insécurité croissante à l'est de la RDC, notamment en Ituri, où le regain des milices cache mal les ingérences croissantes de l'Ouganda. Ça, c'est la déclaration du rapport officiel de l'Union européenne. Mais par contre, il y a à peine 2 semaines, M. Swing, qui se trouvait aux États-Unis, a fait une déclaration pour dire que les milices ne menacent pas et ne compromettent pas l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Et l'homme qui est sur le terrain dit que cela risque d'affecter, c'est dans son rapport, que cette situation risque d'affecter l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Ici, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'en ce qui concerne les menaces qui viennent à l'est de notre pays, la PARECO a chaque fois dénoncé et mis en garde le peuple congolais contre les préparatifs des attaques qui se font à l'est du pays. Et j'ai ici le texte, l'intitulé du journal Le Potentiel du 1er juin 2006. Il dit « Silence autour de la rébellion larvée de la 83e brigade des FARDC. Et si Kinshasa, et il pose une question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu ?» C'est le potentiel du 1er juin. Vous voyez, le journaliste pose la question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu? C'est cela le drame de notre pays. Kinshasa n'a pas abandonné le Kivu. Kinshasa a vendu le Kivu. C'est là la réalité. Parce que la situation d'occupation que nous dénonçons à l'est du pays, c'est une situation gravissime. Je voudrais pour ça simplement vous faire part de 2 documents. Ces 2 documents sont des documents officiels. Une lettre du commandant de la 83e, de la 8e région militaire au sud Kivu, le général Amissi Kumba, Gabriel Amissi Kumba. L'une de ces lettres qui est là est adressée au commandant en chef de l'armée rwandaise, le chef de la 8e région militaire de notre pays, qui écrit au commandant en chef de l'armée rwandaise, APR. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'état-major général de FARDC vient de planifier une forte offensive contre les éléments des anciens ANC dans le Massissi Ruchuru. Donc, il lui donne l'information sur le plan qui vient d'être envoyé à Kinshasa.
Mais voilà ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse à vous informer, c'est que dans les FARDC, il y a également des éléments de FDRL et des officiers ex-FAR qui sont venus de Kamina. Je vous souhaite bonne réception. C'est la lettre du 28 avril 2006. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la lettre qu'il adresse, le même commandant, qui adresse maintenant au vice-président de la République chargé de la défense et sécurité, M. Rouberoy. Et dans cette lettre, il lui dit qu'il est au courant des militaires du ministère de la Défense nationale, la décision du ministère de la Défense nationale du 26/4/2006 pour pouvoir libérer Rutshuru Masisi. Mais compte tenu de notre situation, il n'est pas possible de libérer les entités de Rutshuru Masisi, y compris 4 localités du territoire de Walikale, pour ne pas perdre nos bases au Nord Kivu, notre ancienne capitale. Donc, une opération de l'armée qui est envoyée pour pouvoir libérer. Le commandant qui est chargé de ça rassure celui qui est au-dessus du ministre de la Défense pour lui dire, mais malgré les militaires, parce que la dernière phrase, Excellence, Monsieur le Président, malgré la multitude des soldats envoyés ici au Nord Kivu, il n'y aura rien. Mes sincères et respectueuses salutations. C'est dans cette situation que évolue la RDC aujourd'hui, où les documents, les décisions qui sont prises, ce sont ceux qui sont chargés de leur exécution, qui informent le Rwanda et qui traitent avec les Rwandais qui sont à la tête au pouvoir pour anéantir les faits de ces décisions. Et l'on ne peut pas s'étonner pour dire que malgré tout ce que l'on fait, il n'y a pas de changement qui peut se faire. Et le journaliste qui se pose la question, est-ce que Kinshasa a abandonné le Kivu? Je lui réponds non, Kinshasa a vendu le Kivu. J'entre dans le chapitre de l'organisation des élections. Je reviens au document de M. De Philippi. Au sujet des élections, M. De Philippi lui-même reconnaît l'incertitude, parce que vous venez d'apprendre qu'on a reporté pour la 5e fois la date des élections au 31 juillet, au 30 juillet. Et on est en train de vous rassurer tous et de rassurer l'opinion internationale que les élections se dérouleront cette fois-ci bel et bien le 30 juillet. Eh bien, écoutez ce que dit le rapport de M. De Philippi à ce sujet. Et le rapport du 5 mai, vous aurez ça à votre disposition au niveau de la presse. Il dit, je le cite, « Il convient en outre d'être conscient que la date du 30 juin 2006 risque encore d'être difficilement respectée. » Voilà, c'est ça son appréciation. C'est un rapport officiel. Je n'invente rien, vous aurez ça à votre disposition. Ils vous garantissent que les élections auront lieu, ce qui n'est pas le cas. Et encore plus, il ajoute le choix de la date du 30 juin, du 30 juillet. C'est plus une date psychologique pour endormir les Congolais. Voilà ce que lui-même écrit. En fait, je le cite, le choix du 30 juillet offre le grand avantage de faire démarrer les campagnes législatives et présidentielles avant le 30 juin 2006. Mais le 29 juillet exactement, ce qui est psychologiquement très important. Psychologiquement. Pour que les Congolais se contentent de ça, parce qu'ils savent que le 30 juin, il y a le problème de la légalité des institutions qui vont se poser. Démarrons ça le 29. Psychologiquement, les Congolais vont se contenter de ce passage à vide et après, vous allez voir ce qui va se suivre. Dans le même rapport de M. De Philippi, la mise en place des nouvelles institutions, c'est un rapport qui a été fait le 5 mai. Il dit lui-même que la mise en place des nouvelles institutions de la Troisième République est prévue seulement vers la fin de l'année 2006. Et je vous cite ce qu'il dit. A signaler en outre que la date d'un éventuel deuxième tour d'élections présidentielles ainsi que des élections provinciales ne sera annoncée qu'après publication des listes définitives des candidats aux élections provinciales dont l'enregistrement vient seulement de commencer. Selon nos estimations, cette date
ne pourrait pas intervenir avant mi-octobre au plus tôt, ce qui risque de renvoyer vers la fin de l'année 2006 la mise en place des nouvelles institutions congolaises. Fin de citation. Je voudrais attirer votre attention sur un fait important. Il vient de dire, parce que ceci, il estime les élections, la mise en place des institutions vers fin de l'année 2006 au cas où les élections démarreraient le 30 juillet. Or, il dit lui-même qu'il n'est pas sûr que les élections vont se dérouler le 30 juillet. Si les élections ne commencent pas le 30 juillet, cela veut dire qu'il faut reporter maintenant cette estimation à 2007. Et je crois pour ma part que les Français auront fait leurs élections avant nous. Aujourd'hui, le rapport de M. Carlo De Filippi reprend mot à mot la thèse défendue par la Pareco. Il écrit « Après les élections, étant conscient que les élections très coûteuses ne constitueront pas la panacée et ne permettront pas forcément de tourner la page de la guerre civile, des abus et de la corruption. » N'est-ce pas ça la thèse que défend la Pareco? Pour dire que les élections ne constituent pas la panacée, les élections doivent être précédées de la solution des véritables problèmes de la crise, parce que les élections ne résoudront rien. On nous dit, nous sommes en train de prêcher en eau trouble. Mais ici, vous voyez que les mêmes personnes reconnaissent que ces élections qu'on propose au peuple congolais ne vont rien résoudre, ni sur le problème de sécurité, ni sur le problème politique. Et alors, pourquoi on veut nous imposer ces élections? Ce n'est plus nous qui parlons, c'est leur propre rapport qui parle. Mais ce qu'ils disent en public et ce qu'ils écrivent dans leur rapport classé, ce sont deux langages complètement différents. Aux imbéciles de gober ce qu'on nous donne. La communauté internationale reconnaît lui-même que les 5 préalables des accords de Sun City que nous réclamons comme préalables aux élections, ce rapport de la communauté internationale reconnaît qu'ils n'ont pas pu être abordés, je le cite, ces thèmes n'ont pas pu être abordés sérieusement durant la transition. Et ils risquent d'affecter la stabilité du pays, même après les élections. Fin de citation. Ils le reconnaissent, que parce qu'ils n'ont pas résolu ce problème avant, ce problème risque d'affecter la stabilité des élections après. N'est-ce pas ça la thèse que la Pareco défend? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Parce qu'eux-mêmes reconnaissent cela. Mais pour quelles raisons ils veulent nous l'imposer? Parce qu'ils savent que ces problèmes, parce qu'ils n'ont pas été résolus, ils vont créer des problèmes même après les élections. Messieurs les membres de la presse, vous aurez ces documents à votre disposition. C'est préparé à la fin de mon exposé, vous aurez ça à votre disposition. Alors je me pose la question, pourquoi la communauté internationale veut nous imposer ce processus? Parce que le peuple ne connaît pas. On me dit chaque fois, M. Mbanda, le peuple a accepté. Mais le peuple n'a pas Dieu. Les yeux du peuple, ce sont ses élites. Les yeux du peuple, ce sont ses leaders. Et notre rôle, c'est de voir le danger que le peuple ne peut pas voir. Et de révéler au peuple que nous ne pouvons pas aller à gauche ni à droite, mais au centre. Parce que c'est ça notre rôle. Et quand nous le faisons, on nous taxe des xénophobes, on nous taxe des discours de la haine, on nous taxe des gens qui veulent s'aimer des troubles au pays. Mais maintenant, alors, c'est l'Union européenne qui devrait assumer ces accusations. Je passe à un autre sous-point. Je sais, il est quelle heure? Je sais. Il y a les astuces de M. Kabila. Les gens reconnaissent eux-mêmes que la séparation du pouvoir, la séparation de Joseph Kabila, de PPRD, n'est qu'une opération de façade. Ça, c'est dit dans le rapport. Ils sont en train de féliciter les astuces mises en place par Joseph Kabila. Et ils sont en train de le citer. La séparation de façade avec le PPRD constitue une bonne opération politique. Félicitations. Deuxième, ils ont dit, deuxième opération de façade, de même que son futur mariage en juin prochain, qui serait béni par le cardinal Echo. Aussi opération de façade pour embellir, pour amuser le peuple congolais.
Troisième opération, c'est que M. Kabila accélère la décomposition du MLC. On le félicite pour ça comme étant une bonne opération. Quatrième, il donne l'impression de venir en aide au RDC sur la question de Minembwe. Cinquième, je vais aller vite à cause du temps. La multiplication des candidatures de complaisance par Joseph Kabila. Et à ce sujet, on dit qu'on le félicite de favoriser un grand nombre de candidatures de complaisance. On le dit, je cite, favoriser un grand nombre de candidatures de complaisance qui se rallieront à lui juste avant le premier tour des présidentielles afin de provoquer un grand rassemblement, soit avant le deuxième tour, si le deuxième tour était nécessaire. Fin de citation. Ensuite, ils disent le peuple et l'opinion nationale autant qu'internationale. Et là, vous comprendrez la réaction de Monseigneur Monsengo, qui a dit que le peuple et l'opinion nationale et internationale doivent savoir s'il y a des candidats alimentaires. Vous voyez que Monseigneur Monsengo était inspiré. Parce que justement, eux le savent que ce sont des candidats alimentaires. Je viens de vous citer. Des candidats alimentaires pour, qui sont des simples figurants ou des prêtres, non. Et, chose plus grave, le rapport de M. de Philippi ajoute un détail. Le rapport est long, mais je vous prends ici un extrait. D'autres sont là, donc les candidats alimentaires, je cite, d'autres candidats sont là pour marquer les vrais adversaires de Joseph Kabila. En particulier, les forces du renouveau d'Olivier Kamitatou et Mwissa Nyamwisi, qui visent surtout à prendre les voix au Codeco de Païpaï, à l'est, ainsi qu'au RCD Azarias Rouberoa, sans oublier le MLC de Jean-Pierre Bemba à l'ouest. Fin de citation. Mais tout cela n'est pas fait gratuitement parce qu'ils disent que la promesse du haut niveau peut également favoriser le ralliement. Olivier Kamitatou étant de plus en plus convaincu d'être choisi par M. Joseph Kabila pour diriger le futur gouvernement issu des élections. Fin de citation. Il y a le problème du plan caché du découplage qui a été soulevé. La communauté internationale sait très bien que les élections législatives, sénatoriales et autres provinciales devaient se dérouler avant les élections présidentielles. Mais ici, ils reconnaissent très bien que maintenant on veut renverser le rôle par Joseph Kabila et ses gens parce qu'ils veulent sortir d'abord ces élections. Dès qu'il est élu par la façon que nous connaissons maintenant, lui, il va avoir tout le temps pour organiser les autres élections à sa guise. Donc, il le dit lui-même, dans ce scénario, la transition s'achèverait avec un président élu qui, dans un deuxième temps, prendrait tout son temps pour organiser les élections législatives et provinciales à sa guise. Fin de citation et continuer, parce qu'il continue à décrire. Ici, j'aimerais ensuite relever l'attitude partisane de l'Union, de la communauté internationale. Le rapport de M. Carlo De Filippi reconnaît très bien que la communauté internationale est divisée. Il reconnaît très bien que certains pays et certains membres de la communauté internationale sont rangés derrière Joseph Kabila, donc qui ont des attitudes présidentialistes, et que certains ont même choisi déjà leur camp. C'est dans ce rapport, c'est pas moi qui le dis. Et quand nous disons que ces élections ont été déjà conçues d'avance parce que les hommes qui favorisent et qui se sont rangés derrière Joseph Kabila sont justement ceux-là qui pilotent aujourd'hui les élections chez nous. Alors il termine par des propositions de solutions, la formulation de quelques propositions de solutions qui à mon goût sont vraiment irréalistes. Il dit d'abord qu'il faut essayer d'assurer un processus, et j'aimerais laisser à chacun de voir toutes les recommandations que M. De Filippi essaye de formuler à l'intention de ces gens. À chaque fois qu'il formule une recommandation, il revient lui-même. Par exemple, en passant, il propose qu'après les élections, que l'on puisse alors seulement tenter de pouvoir négocier avec les dirigeants élus les 5 points, les 5 préalables
pour la mise en place de l'armée nationale, la réunification du pays et tout. Et lui-même se pose la question, est-ce que cette solution sera facile? Parce que bien déjà maintenant, avant les élections, ces gens refusent de négocier. Et quand ils seront élus, accepteront-ils de négocier? D'autant plus que les pays comme les États-Unis, la Chine et autres ont déjà fait leur choix à cause des intérêts privés. Ils ne peuvent pas accepter, ils ne peuvent pas les encourager à aller au dialogue. Alors je me pose la question, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, où allons-nous? Aujourd'hui, ce n'est pas la PARECO qui vous dit que les conditions pour les élections ne sont pas réunies. C'est le document officiel de l'Union européenne qui le reconnaît à des termes très clairs. Et c'est pour cette raison que je dis, il est important que les Congolais s'assument. C'est pour cette raison que nous avons lancé un appel cinglant à tous les patriotes congolais, à ceux qui veulent résister contre cette occupation, que nous puissions nous réunir, que nous puissions seuls, contre toute cette communauté internationale, nous puissions émettre notre voix avec notre peuple pour dire non à l'occupation et que nous puissions poser de véritables bases pour pouvoir organiser les élections qui seront réellement crédibles et qui nous donneront réellement notre dignité. Je vous remercie. Monsieur Ngwanda, il y a certaines vérités que vous venez de dire tantôt à travers votre locution qui sont des choses qui sont assez connues par rapport à l'opinion internationale et ainsi la presse à travers le monde. Mais il y a un point très fort que vous avez dit à la fin de votre locution, où allons-nous? Donc nous voulons savoir, est-ce que la PARECO, c'est-à-dire votre alliance, est-elle prête maintenant à se lever, non seulement à travers des discours, mais à se lever à travers des armes pour libérer la République démocratique du Congo? Parce que, est-ce que vous croyez que la liberté ou bien la paix peut-elle régner à travers des étrangers qui sont en train de faire souffrir le peuple congolais qui est le vôtre? Je vous réponds très sincèrement que ce qui me préoccupe au plus haut point, si nous nous battons pour la souveraineté et la dignité de ce pays, c'est pour la dignité et la liberté du peuple congolais. Le sang a beaucoup coulé et nous voulons utiliser et épuiser tous les autres moyens pacifiques pour résoudre ce problème. Mais je dis sincèrement aujourd'hui, parce que la communauté internationale impose, tout en connaissant la vérité telle que je viens de le dévoiler aujourd'hui au monde, tout en connaissant la vérité, qui est qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'amènera ni la paix, ni la stabilité dans mon pays, mais seulement parce qu'ils ont un objectif placé à la tête de ces pays, des gens qui ont passé des accords miniers, des accords économiques, des accords financiers avec eux. Eh bien, je peux simplement vous dire que sous d'autres cieux, quand le peuple décide maintenant de pouvoir défendre sa souveraineté, plus rien ne peut l'arrêter. Je crois pour ma part que je suis ici de faire les pas qui vont me justifier devant l'histoire. Je veux utiliser toutes les voies pour que la communauté internationale et le peuple congolais puissent comprendre qu'il est temps d'arrêter cette mise en scène. Si jamais il ne s'arrêtait pas, croyez-moi, tous les moyens seront bons demain pour pouvoir défendre notre pays. Et merci, ça, moi, je vous merci. Puis Mirador TV. Monsieur le Président, tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous disiez qu'il fallait négocier. Mais négocier avec qui lorsqu'on sait que l'autre partie, ce sont des étrangers? Vous risquez de vous retrouver autour de la table avec, d'une part, les Congolais, les vrais Congolais et les étrangers. Et lorsqu'on négocie, on met toujours un peu d'eau dans le vin. C'est-à-dire, quelque part, vous allez toujours accepter de collaborer avec eux, quel que soit l'issue. Voilà. Dans mon vocabulaire, je n'ai jamais parlé de négociation. Jamais. Contrôlez toutes mes déclarations. Je parle de concertation entre Congolais. J'appelle à la concertation entre les forces politiques congolaises. Mon jeune frère, notre pays a une histoire. À chaque fois que le pays était au bord du gouffre, les hommes politiques congolais
ont démontré leur nationalisme et leur capacité de savoir-faire. Il y a eu 1959 à Bruxelles. La classe congolaise réunie en conclave à Bruxelles avait décroché l'indépendance. Il y a eu 1964 à Loulouabourg. La classe congolaise avait redressé la barre. Il y a eu 1991 à Kinshasa. Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2. La classe politique déchirée s'est concertée et est sortie de l'ornière pour essayer de redresser la barre. Et c'est ce que j'ai dit, qu'en ce moment-ci, que la classe politique congolaise vienne. C'est pour cette raison que je sors tous ces documents. Je sais le risque que je prends en sortant les documents classés de l'Union européenne. Je sais. Mais le combat que je le mène au prix de ma vie. C'est pour cette raison que j'ai dit, j'appelle la classe politique congolaise à pouvoir se réunir, à pouvoir s'adresser au président de l'Union africaine, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui est un frère congolais d'en face, qui connaît bien nos problèmes. On nous a envoyé des massirés qui ne connaissaient ni la langue ni les hommes. Ils ont fait la médiation, mais nous avons maintenant un président en exercice de l'Union africaine qui est congolais, qui connaît les acteurs, qui connaît les problèmes, et que toute la classe se réunisse à la vue de ce que l'Union européenne elle-même reconnaît, et à la vue de ce que nous dénonçons, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on trouve une solution. Et si, comme ils sont en train de menacer toute la classe politique, pour que personne ne lève la voix, pour que personne ne s'oppose au processus, et pour qu'ils l'imposent, c'est ce que j'ai dit, à la fin, c'est eux qui seront responsables de tout ce qui arrivera. Monsieur le Président, vous venez de faire un rappel historique sur la prise de conscience de la classe politique congolaise. Estimez-vous aujourd'hui que, parce que avec un peu de recul, la crise congolaise est d'abord une crise d'hommes. Estimez-vous aujourd'hui que la classe politique congolaise aujourd'hui est consciente de la situation? Est-elle prête réellement, comme dans les années que vous venez de rappeler, de mettre de côté les intérêts personnels pour ne voir que les intérêts du Congo? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, la communauté internationale est déterminée, parce que le rapport que vous venez de faire le prouve, mais malgré ça, ils font les sourds d'oreille. Donc, elle est déterminée à organiser les élections, quoi que cela en coûte. Qu'est-ce qu'on a comme une solution d'alternative? Merci. Pour votre première question, je vais être bref. Je ne peux pas répondre à la place de tous les leaders politiques congolais. Je fais ma part. Ma part, c'est d'informer et de conscientiser. Je peux vous dire une chose, ma joie aujourd'hui. Il y a un an, ma voix n'était pas entendue. Mais après un travail en profondeur qui s'est fait tant à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, le peuple congolais se réveille. Mon frère, il ne faut pas sous-estimer ce peuple. Et c'est l'erreur que la communauté internationale fait. Vous, comme Congolais, ne faites pas cette erreur. C'est parce que les Belges ont sous-estimé le peuple congolais qui n'ont pas vu venir le 4 janvier 1959. Je vous remercie. Bon, je crois qu'on... Officiel, vous pouvez me passer, je préfère voir la personne quand je parle. Vous vous rappellerez, messieurs, que quand les gens sont allés à Sun City, ils sont allés pour trouver des solutions pour mettre fin à la crise et organiser les élections. Ils ne sont pas allés à Sun City pour trouver quelle formule d'élection il fallait organiser dans la crise. Ils sont allés à Sun City pour résoudre la crise et à la fin de la crise, organiser les élections. Or, quand ils sont allés à Sun City, ils ont arrêté quelques préalables que je vais vous citer, mais que vous trouvez clairement définis dans l'accord global et inclusif. Il y a l'instauration de l'autorité de l'État, l'unification du territoire national, la réunification du territoire national. Il y avait ensuite l'instauration d'une armée républicaine, la pacification du pays et l'instauration de l'autorité de l'État. Donc il y a eu 4 à 5 préalables qui ont été arrêtés à Sun City
À la fin de ces 4 étapes ou 5 étapes, on devait alors organiser les élections. Or, aujourd'hui, comme l'année dernière, à la fin à la date du 30 juin 2005, le peuple a fait un bilan, parce que c'est lui qui vit au Congo. Il s'est rendu compte qu'aucun de ces 5 points ou de ces 5 préalables n'avait été réalisé. Et en ce moment-là, monsieur, l'année dernière, nous nous sommes dit 2 choses. Ou ce gouvernement quitte et qu'ensuite on mette sur place une classe politique réellement congolaise pour réaliser rapidement les 4 étapes et créer les meilleures conditions pour organiser les élections. On nous a dit en ce moment-là, vous allez créer du retard au programme. Et quand on a laissé continuer ces gens, nous avions posé la question, et en ce moment j'ai posé la question à la communauté internationale, comment un gouvernement qui en 2 ans n'a pas pu réaliser les 4 points pourra le faire en 1 an et en même temps organiser les élections pendant cette année. On nous a dit que cela était faisable. Mais quand le 30 juin est passé, la communauté internationale, la même communauté internationale a zappé, utilisez-moi le terme, a zappé les 4 préalables pour se jeter directement dans l'organisation des élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi nous dénonçons l'organisation de ces élections? Dans tous les pays du monde, y compris la vôtre, messieurs, pour organiser les élections, il y a d'abord l'opération d'identification. Dans des pays déjà organisés où l'identification des citoyens ont été faite, il y a le recensement. On publie toujours, après acte de recensement, les nombres des électeurs. Or, chez nous, l'identification n'a pas eu lieu, alors que notre crise est une crise identitaire. Pire que ça, pendant l'opération de l'enrôlement, on a procédé à enrôler les étrangers. Des centaines de milliers de Rwandais, des centaines de milliers d'Angolais, de Burundais, de Tanzaniens. Ce qui est pire encore, c'est que les cartes, ces gens qui ont été enrôlés, ont obtenu les cartes d'électeurs. Le même gouvernement a décidé que la carte d'électeur devient carte d'identité congolaise. Conséquence, tous ces étrangers qui se sont enrôlés sont devenus des Congolais. Croyez-vous que ce soit là les conditions pour pouvoir réellement organiser les élections? Bonjour, Serge-Henri Mallet. Je vous entends. Oui, Serge-Henri Mallet, le journal Humanité. Certaines sources font savoir que vous mettez en doute la congolité du président Kabila. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous faire un commentaire là-dessus? Si je pose le problème de la nationalité congolaise de Joseph Kabila, ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas par un quelconque intérêt. Ce jeune homme, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je vous dis que dans la présentation qu'on vous a faite, on a omis une chose. J'ai été le chef des services de renseignement de mon pays pendant 5 ans. Mais pendant 15 ans, j'ai évolué dans les services de renseignement de mon pays. Je ne parle pas de services de sécurité. Pour ceux qui sont des professionnels connaissent la différence. C'est le service de renseignement extérieur. Et Laurent Désiré Kabila était un rebelle, un opposant à l'extérieur et situé à la frontière. Donc nous nous occupions de lui. Et j'ai traité le dossier Laurent Désiré Kabila depuis les années 75. Donc je connais bien cet homme, je connais bien sa famille, je connais bien ses mouvements. Et lorsque on a assassiné Laurent Désiré Kabila et que ce jeune homme s'est autoproclamé président, j'ai été le premier Congolais, 4 jours après, à signaler à tous les Congolais que ce garçon n'était pas Congolais. Ce n'est pas par amusement. Parce qu'il y a trop d'intérêt derrière ceux qui veulent ériger ce jeune homme à la tête du pays pour mieux le contrôler et mieux le morceler. J'ai dit, nous vivons dans une époque où la science nous a facilité la tâche. Le corps de son père est là. J'ai vu à la télévision belge, on a même remonté pour identifier l'ADN des familles de rois français du XIVe siècle.
Mais Laurent Désiré Kabila est mort il n'y a pas encore un siècle. Son corps est devant le bureau de Joseph Kabila. Qu'on prélève les éléments sur Laurent Désiré Kabila, qu'on prélève les éléments sur sa prétendue mère qui est vivante. Et qu'on prélève chez lui, qu'on fasse le test ADN. Si ici en Europe on fait le test ADN pour des petits vols et puis pour des cas de viol ou autre, mais pour un cas qui concerne l'avenir de tout un peuple, la souveraineté de toute une nation, pourquoi on hésite de faire le test ADN? J'ai dit très haut, je n'entre plus dans un débat quelconque. J'ai demandé officiellement à Joseph Kabila de constituer le test ADN sur base de prélèvements de Laurent Désiré Kabila et de SIFA, s'il s'avère que par le contrôle des médecins indépendants, crédibles sur le plan international, on nous confirme qu'il est le fils soit de Kabila, soit de SIFA, je lui présenterai publiquement mes excuses et je l'accepterai dans le débat dans les débats politiques congolais. Mais tant que cela n'est pas fait, parce que je suis conscient et sûr de ce que je dis que je ne céderai pas sur ce combat. Et je crois que l'opinion tant internationale que nationale congolaise ne peut pas faire la sourde d'oreille par rapport aux dires et des preuves qui ont été palpables. Parce que vous êtes quelqu'un aussi qui allait souvent à la quête des informations et vos informations sont assez crédibles. Mais quel est le sentiment qui vous revêtit en ce moment par rapport à un rapport qui, disons, rabaisse le désir du peuple congolais, rabaisse l'élite intellectuelle congolaise et rabaisse les limites qui nous ont été accordées par le Créateur? Je suis réellement révolté à l'intérieur de moi quand je vois ce rapport qui démontre la duplicité et le mépris de la communauté internationale vis-à-vis du peuple congolais. Je ne sais pas si dans l'histoire un peuple a été traité comme le peuple congolais. Et je crois sincèrement dans mon cœur et dans mon âme que Dieu ne nous laissera pas perdre cette bataille. C'est tout parce que quand je vois ça, la révolte est très grande. Et j'ai dit, Seigneur, qu'a fait ce peuple pour mériter une telle injustice, un tel mépris, pour qu'on puisse rabaisser ce peuple à l'ignorance pure et simple. Regardez dans ces deux rapports que je vous ai donnés, vous ne verrez nulle part où l'analyse, les considérations de l'Union européenne traitent du peuple congolais. Nulle part, ils sont préoccupés par le peuple congolais. Ils sont préoccupés à arranger le lit pour Joseph Kabila. Il est bien, il est en train de faire ceci, il est en train de pulvériser les autres, il est en train de multiplier les candidatures, il est en train de tout pour se jouer du peuple congolais, pour qu'on le place là à cause des intérêts. Et ça, maman, je vous dis, réellement, c'est révoltant. Quand je sais déjà ce que ce peuple a subi, comme viol, comme assassinat, comme meurtre, comme génocide, et que tout cela, on dirait que ce n'est pas encore suffisant pour les messieurs de la communauté internationale. Il n'y a que l'argent, l'argent et l'argent qui compte. Nous avons sorti beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'on perde ce schéma, parce que si nous perdons ce schéma, c'est dedans, hein. Ce que je vous dis là, c'est dans ce rapport. Si nous perdons ce schéma, nous risquons de perdre la totalité de nos investissements. Donc vous vous rendez compte, le peuple ne compte pas, ils ont amené l'argent pour faire leurs affaires. Il faut que l'affaire, comme diraient les Quinois, les COP réussissent, et si ça réussit, tant pis pour le peuple congolais. Et ça fait mal. Mais M. Ngwanda, il est vrai que nous sommes en face de, disons, d'une injure assez mastodonte par rapport au peuple congolais, tel que vous êtes en train de le dire. Et je me demande bien quelles sont les synergies que vous avez établies au sein de la PARECO et que vous préconisez pour libérer le peuple congolais, parce que vous êtes censé savoir qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore en vous. Ils n'ont pas tort de croire en moi, parce que moi, à mon tour, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu nous donnera la victoire dans ce combat. Retenez cette date et vous vous en souviendrez. Nous aurons la victoire dans ce combat. Et vous savez, ma petite sœur, nous sommes en face d'un monstre. La communauté internationale n'a pas de tête, n'a pas de figure. Vous ne savez pas où se trouve son bras, ni où se trouve son pied, ni où se trouve son œil. Je connais le risque que je prends en publiant ces documents. Mais je vous dis une chose, ce n'est pas à n'importe qui, ce n'est pas au public plutôt, que je vais dévoiler tout ce que nous allons faire. C'est que je dévoile, c'est que je dis au public, au peuple congolais. Peuple congolais, vous êtes ignorés dans cette situation. Réveillez-vous.
si vous vous réveillez, alors là, nous pouvons sauver ce pays. Le retour de Coutinho m'a permis de découvrir beaucoup de choses que je ne vais pas révéler ici. Et cela m'a permis de revoir toute ma stratégie. Je crains beaucoup pour sa vie. Je lui ai donné des conseils pour sa protection au sein de la prison. Parce que je sais que c'est dans leur plan de l'empoisonner et de le laisser sortir comme Lukusa pour qu'il meure dehors. Et je lui ai dit de n'accepter rien du dedans. Et je crois qu'il a compris les consignes. Et si on lui prive du dehors, qu'il fasse la grève de faim, et s'il peut mourir, qu'il meure. Mais qu'il ne meure pas de l'empoisonnement. Beaucoup d'amis qui sont sur place, qui sont dans les services, qui sont dans l'armée, qui ont vu et qui ont entendu des choses qui ont été dites et faites pour Coutinho, m'ont dit, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Ne mettez pas encore les pieds ici, parce que les conditions, nous savons votre détermination à revenir. Et si ma maison, parce que j'ai un homme comme Kamere qui passe pour mentir publiquement que ma maison est occupée par des locataires que j'ai mis dedans, c'est parce que la presse congolaise ne fait pas le travail. Moi, j'invite la presse congolaise à descendre sur 8 rue de Cocotier, allez voir, et aller à l'avenue Verte. Ce sont mes 2 villas, je cite simplement les 2 là. Allez voir dedans. Qui sont là dedans? Ce sont les gens du gouvernement qui sont là dedans. Alors vous voyez, il sort à la télévision pour mentir publiquement qu'il y a des locataires. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que j'arrive et que je sois dans un hôtel ou dans un lieu où je serai vulnérable. Je revois toutes mes stratégies jour pour jour. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je rentre que demain, je vais débarquer à Kinshasa pour m'asseoir sur le boulevard Lumumba. Je suis un homme de terrain, je connais le terrain, je prends toutes mes précautions, j'ai des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur et j'agis en fonction des renseignements. Excellence, ce sera ma dernière question. Et ma dernière question est plus rivée par rapport à la présence d'une délégation de l'UDPS. Je crois que vous avez appris la tournée de Rémi Massamba avec Jean-Baptiste Bomanza et consorts qui sont passés par la Suède, ils sont passés par l'Allemagne, la Belgique et actuellement ils se retrouvent en France. Je ne sais pas si vous avez suivi certains échos qui leur ont été accordés par certains politiques belges en disant que la République démocratique du Congo se trouve actuellement sous gestion internationale. Alors, je voudrais savoir quelle est votre impression pour terminer. Je vais être sadique, je crois que je suis heureux que mes frères de l'UDPS aient entendu ça de leurs oreilles. Alors ils auront peut-être, je l'espère, compris le sens du combat radical que nous menons, parce qu'ils sont en train de tergiverser. Je crois que quelque part, c'est une bonne chose qu'ils aient appris cette vérité. Je crois que les images en elles-mêmes ont parlé, ainsi que le rapport qui vous a été donné par M. Ngwanda. Et je crois que vous avez suivi aussi le petit interview que